Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les titres de ce 20h. Le président Alassane Ouattara est arrivé ce lundi au Ghana pour une visite d'amitié et de travail. Une visite qui devrait renforcer la coopération entre les deux pays. Des accords seront signés notamment dans les domaines de la défense, la sécurité et l'économie cacaoyère. Demain s'ouvre à Abidjan la conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. L'initiative est de la première dame Dominique Ouattara. 17 pays participeront à cette rencontre sur le travail des enfants et l'autonomisation des femmes. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale s'engagent pour la transformation des matières premières, notamment le cacao. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé sur la question avec le président Afrique en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Enfin, en Somalie, le bilan du double attentat perpétré à Mogadiscio, la capitale, ne cesse de s'alourdir. On s'approche des 300 morts et les secours tentent tant bien que mal de s'organiser. Un centre des opérations d'urgence a été ouvert. Nous sommes le 16 octobre aujourd'hui. Bienvenue dans le 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce lundi à Accra, au Ghana, pour une visite d'amitié et de travail. Les deux pays vont renforcer leur coopération. Des accords seront signés dans plusieurs domaines. Les Ghanéens, vous allez le voir, se sont mobilisés aujourd'hui pour accueillir le président ivoirien. Viviane Aïmé est notre envoyée spéciale. Après 50 minutes de vol, l'avion présidentiel ivoirien a atterri sur le tarmac de Jubilee Lounge, le pavillon présidentiel de l'aéroport Kotoka International d'Accra. Le président de la République Alassane Ouattara a été accueilli par son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, ainsi que par des ministres et officiels ghanéens. Côté ivoirien, par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, Ewi Koutoua Bernard, et le personnel de l'ambassade. Cette visite d'amitié et de travail du président de la République Alassane Ouattara à Accra au Ghana ce lundi 16 octobre intervient au lendemain de l'arrêt rendu par le tribunal international de La Haye sur le différend qui opposait le Ghana et la Côte d'Ivoire à propos de leurs frontières maritimes. Mais comme pour signifier que rien ne peut ébranler l'amitié et la fraternité entre leurs deux pays. Amitié et fraternité si patiemment entretenues par le président de la République Alassane Ouattara et les présidents Atta Mills, puis John Dramani Mahama et maintenant Nana Akufo-Addo. C'est une forte délégation ministérielle comprenant 10 ministres qui accompagnent le président de la République Alassane Ouattara dans cette visite. Côté ghanéen, toutes les dispositions sont prises pour faire de cette visite, la première au Ghana du président de la République Alassane Ouattara sous l'ère du président Nana Akufo-Addo, une visite mémorable. En effet, après l'exécution des hymnes nationaux ivoiriens et ghanéens et les honneurs militaires qui leur ont été rendus, les deux chefs d'État ont réaffirmé par une chaude poignée de main, échangée devant la presse dans le salon d'honneur, la solidité de leur amitié, avant de quitter l'aéroport pour un tour d'honneur dans la ville où des milliers de Ghanéens, avec en main le drapeau ivoirien, sur un parcours de plusieurs kilomètres, attendaient depuis plusieurs heures pour acclamer les deux chefs d'État. Visite d'amitié et de travail avec comme objectif de formaliser l'excellente relation d'amitié qui s'est instaurée entre les deux chefs d'État et entre les deux pays. Elle va enregistrer la signature d'un accord de partenariat stratégique qui va déboucher sur la tenue de conseils des ministres mixtes entre les deux gouvernements. Et pendant que se déroule cette visite du président ivoirien, demain s'ouvre ici à Abidjan la conférence des premières dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. L'initiative est de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara. 17 pays participeront à cette réunion de haut niveau. Les premières dames vont plancher sur le travail des enfants et l'autonomisation des femmes. Abiba Dambélé-Saoui. 17 pays participent à cette conférence des premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel qui va se tenir du 17 au 18 octobre ici même à Abidjan. Les premières dames du Mali et de Mauritanie, Mme Keïta Aminata Maïga et Mme Myriam Min Hamed, sont arrivées en début d'après-midi à Abidjan. Elles ont été accueillies par Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire,
et présidente du Comité national de surveillance et de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Cette conférence qui se tient à l'initiative de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, vise à susciter l'implication des premières dames dans la protection des enfants et plus spécifiquement dans la lutte contre les violences faites aux enfants, la traite et le travail de ces enfants. Elle sera également l'occasion pour les premières dames de lancer la campagne régionale de la communication pour un changement social et comportemental du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Une initiative régionale impliquant 6 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Voilà, et notez que 12 premières dames d'Afrique de l'Ouest et du Sahel prendront part dès demain donc à la conférence sur le travail des enfants et l'autonomisation des femmes. Les invités de la première dame ivoirienne, Dominique Ouattara, sont donc arrivés ce lundi. Et ce sont les premières dames du Mali, de la Mauritanie. Elles ont été suivies du Ghana, du Nigeria, de la Gambie, du Sénégal, du Niger, de la Sierra Leone et la représentante de la Guinée. Elles ont été accueillies, comme vous le voyez, par Mme Dominique Ouattara et des membres du gouvernement. Les premières dames de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad vont lancer demain mardi la campagne régionale pour le changement social en vue d'accélérer l'autonomisation des femmes. Avant la rencontre de demain, la ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba nous donne une idée des enjeux. Elle a été interrogée par notre reporter Adama Koné. 6 pays africains engagés dans le changement social et comportemental se donnent rendez-vous les 17 et 18 octobre à Abidjan. À l'origine de cette initiative commune, un constat. Il y a 2 ans, 6 pays de la sous-région qui ont en commun d'avoir un fort taux de croissance démographique ont décidé de mettre en œuvre, avec l'appui financier de la Banque mondiale, un projet que nous avons appelé projet SWED. Les participants de la réunion d'Abidjan auront pour mission, entre autres, de réfléchir sur un modèle démographique qui met la femme au cœur du développement. Il s'agit en réalité de maîtriser le creux démographique pour accroître la capacité des États, des ménages, des familles à plus investir dans les ressources humaines, avec un accent qui est mis sur la préoccupation de l'autonomisation de la femme, parce que comme on dit en Afrique, lorsque vous éduquez la femme, vous éduquez la population, et l'autonomisation de la femme accroît justement la capacité de la société à maîtriser ce creux démographique. La rencontre d'Abidjan a la caution des premières dames qui y sont attendues. À l'invitation de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, les autres premières dames des pays membres du SWED vont se mettre autour d'elle et elles vont lancer la campagne sur le changement de comportement en matière d'autonomisation de la femme pour bonifier le dividende démographique. Le ministre du Plan et du Développement appelle alors à la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans la question du dividende démographique. Le projet est financé par la Banque mondiale. Et justement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à l'étranger à Washington où il a pris part aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Il a eu une séance de travail avec le président Afrique de la Banque mondiale. Les deux parties sont en phase sur la question de la transformation des matières premières, notamment le cacao et l'anacarde. Adama Koné est notre envoyé spécial. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est rendu au siège de la Banque mondiale à Washington, le cœur léger. Au cours de la séance de travail qu'il a eue avec le vice-président Mactar Diop, il n'a pas été question de négocier un décaissement d'actualité. C'est que tous les signaux sont ouverts, ce qui a fait dire à Mactar Diop que les relations sont excellentes et que la Côte d'Ivoire est un modèle de coopération dans la sous-région ouest africaine. Les deux parties se sont donc entretenues sur la nécessité de transformer le cacao et l'anacarde. Une des approches est de renforcer le partenariat avec le Ghana sur toute la chaîne de valeur du cacao. Recherche,
production mise à marché et pourquoi pas tendre vers une harmonisation des prix entre les deux pays qui représentent 60% de l'offre mondiale. D'ailleurs, au cours de l'audience que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a accordée à la délégation de l'Afreximbank, la transformation du cacao a constitué un sujet important. L'Afreximbank ayant manifesté son engagement à accompagner la Côte d'Ivoire. D'énergie, il en a été aussi question au siège de la Banque mondiale. Pour la banque, il est important de créer un marché régional de commerce d'énergie. Le modèle serait d'interconnecter les différentes capitales. À la matière, la banque pourrait jouer un rôle de régulation des contrats passés entre les pays. Le vice-président souhaite que la question fasse l'objet d'une session en avril 2018. Et ce sera aux assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Sur place ici à Abidjan, le ministre Bruno Koné-Nabagné s'est rendu ce lundi matin dans les locaux de Radio Côte d'Ivoire au plateau. Cette visite du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste répond à un but, s'imprégner des conditions de travail des agents. Le ministre Bruno Koné-Nabagné a donc réaffirmé l'engagement de l'État à accompagner la politique de modernité initiée par la Direction générale de la RTI. Franck Quadio. Depuis 1961, l'espace audiophonique est en Côte d'Ivoire occupé par Radio Côte d'Ivoire, révisité en 1991 comme chaîne généraliste de services publics et puis, plus de 10 ans après, identifié par les deux chaînes Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2 pour la triple mission informer, éduquer et distraire. Aujourd'hui, tous les programmes ont été revus à telle enseigne que Radio Côte d'Ivoire donne à voir tous les jours une grille de programmes bien achalandée avec des bons programmes d'information, de sport, de divertissement et des magazines d'éducation et de sensibilisation de la population. Mais difficile, en dépit des efforts de la Direction générale et de l'État, d'atteindre son plein d'objectifs. Déjà, nous avons conscience de ce que le confort d'écoute reste à parfaire. Nous avons un sérieux problème à ce niveau, mais ce bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, à l'origine, était un bâtiment technique qui s'est vu transformé en maison de la radio au fil des années. Et c'est un bâtiment qui date des années 50. Mais aujourd'hui, les normes sont telles qu'il nous faut pouvoir nous hisser à un certain niveau de technologie pour pouvoir répondre aux attentes de nos auditeurs. S'imprégner des conditions et de l'environnement de travail des agents de ce pendant important du groupe RTI, c'est le sens de la visite du ministre de la Communication Bruno Nabagné-Koné, venu de ses bureaux à quelques dizaines de mètres de la radio à pied et sans escorte motorisée. Accueil et premier contact, les studios. Le direct du 12h de Radio Côte d'Ivoire avec Mireille Akédié et Kolo Coulibaly pour planter le décor. Au niveau du gouvernement, quelle est la vision par rapport à Radio Côte d'Ivoire? La vision, c'est qu'elle travaille spécifiquement sur ce domaine-là, puisque... Puis, santé, sur Fréquence 2, atmosphère plus décontractée. Les studios, mais aussi les différentes rédactions, sans oublier les installations techniques, une visite jugée enrichissante. Nous avons des idées claires donc, pour améliorer le travail qui est fait au bénéfice de nos populations. Il s'agit de médias de services publics, mais en même temps, notre ambition n'est pas de les enfermer dans ce statut. Notre ambition, c'est de leur donner la capacité ou les moyens d'être totalement indépendants, d'entendre les Ivoiriens sur leurs attentes et puis d'essayer, dans la mesure du possible, d'apporter aux Ivoiriens ce qu'ils souhaitent. Direction générale et agents rassurés donc, l'État engagé une fois encore pour la modernisation des structures audiovisuelles du service public. Depuis le 5 octobre, une femme nommée Dame Abo, elle est internée au centre des Grands Brûlés au CHU de Cocody des suites d'un accident survenu au carrefour La Vie à Cocody, accident qui a fait 2 victimes. La prise en charge s'organise. La ministre de la Santé et une délégation marocaine spécialiste des questions de santé se sont rendus au chevet de Dame Abo et les autres malades du CHU de Cocody. Delphine Bla, Christian Mandé. Centre des Grands Brûlés, ici au CHU de Cocody, dimanche 15 octobre, 17h. Là est internée depuis plus de 10 jours l'une des victimes de l'accident survenu au carrefour de La Vie. Des images lointaines parce que dispositif de prévention oblige.
Sur place, le gouvernement et des experts marocains spécialistes des questions de santé apportent soutien et réconfort aux brûlés, dont Dame Abo Pauline. Nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de chance en Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup de chance parce que nous avons des personnes vraiment dévouées dans les différentes spécialités. Et nous avons pu, en échangeant donc avec la malade, lui dire que le moral compte énormément dans tout type de maladie et qu'il fallait absolument qu'en dehors des soins qu'on n'a pas arrêté de lui prodiguer depuis qu'elle est arrivée, nous lui avons dit qu'il fallait qu'elle ait le moral. Et on est bien sûr rassuré par son médecin traitant qui, ma foi, aujourd'hui, elle évolue bien. On a mis tout ce qu'il fallait. Maintenant, on attend, l'évolution se fait progressivement. Cette visite soulage les enfants du couple Abo, grande victime de cet accident. Mais les enfants se disent toujours préoccupés par l'état de santé de leur mère. Nous, enfants, c'est un cri de cœur, nous voulons lancer. Nous souhaitons que l'évacuation soit effective. Les médecins nous ont donné l'assurance qu'ils vont s'en charger pour que notre maman retrouve la santé. Mais vu l'urgence de la situation, que l'évacuation se fasse maintenant. Du côté de la Géroute, on multiplie les séances de rencontres avec l'entreprise coréenne pour trouver une solution à la situation. Ces travaux entrent dans le cadre de la coopération avec la Corée, qui a fait don d'un montant de plus d'1 milliard à la Côte d'Ivoire pour un projet pilote qui vise à améliorer la fluidité routière sur ce tronçon. Et depuis que cet accident est survenu, nous avons tenu plusieurs séances de travail avec la coopération coréenne et avec l'entreprise pour d'abord envisager des mesures de renforcement de la sécurité routière pendant les travaux qui vont se faire désormais de nuit et pour envisager aussi l'aide que nous pouvons apporter à la famille donc des blessés. Nous nous sommes approchés de la famille et depuis quelques jours, la famille bénéficie de soutien. Je voudrais rassurer les membres de la famille que le ministre des Infrastructures économiques a donné instruction à la Géroute que cet appui soit continu jusqu'à ce que la situation s'améliore. Pour rappel, c'est le jeudi 5 octobre dernier qu'un camion benne contenant du goudron chaud s'est renversé sur un véhicule, faisant des victimes dont l'une brûlée par le goudron chaud a été conduite d'urgence au CHU de Cocody. Voilà, et ajouter que ce lundi, la présidence de la République a offert des médicaments pour aider à la prise en charge des blessés. Abidjan abrite depuis ce lundi matin la 34e Assemblée générale du Conseil des bureaux du système d'assurance 4 Brune de la CEDEAO. Thème retenu, le repositionnement du système d'assurance 4 Brune CEDEAO pour une meilleure participation à l'intégration sous-régionale. Mais c'est quoi la 4 Brune CEDEAO? 35 ans après sa création, comment se porte cette assurance? Élément de réponse avec Jean-Jacques Kwame. Soucieux de la sécurité des usagers sur les routes, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont mis en place une couverture automatique et de règlement des sinistres appelée Assurance 4 Brune CEDEAO. Cette assurance est gérée dans chaque État membre par un conseil des bureaux. 35 ans après sa création, cet instrument d'intégration régionale, selon le secrétaire général permanent du conseil des bureaux, a permis à des familles de retrouver le sourire. Sans la 4 Brune, il y a des familles qui n'auront pas de source de vie aujourd'hui. Sans la 4 Brune, il y a des élèves ou bien des enfants qui n'auront pu aller à l'école parce que leurs parents ou bien leur maman ou bien quelqu'un qui paie leur scolarité est mort, victime d'accident ou quelque chose. Donc il y a plusieurs cas. Faire de la 4 Brune CEDEAO un document d'assurance unique, acceptable et valide dans tous les États membres, quel que soit le bureau émetteur, le sujet est au cœur de la discussion au cours de cette Assemblée générale. Sur les 14 États, il y a au moins 8 qui ont accepté la systématisation de cette attestation. L'opération consiste à faire quoi? À pouvoir indemniser toutes les victimes
entre les deux frontières. Si la Côte d'Ivoire a des camions qui ont fait des accidents dans un autre pays, et puis, ou bien si les accidents ont été produits en Côte d'Ivoire occasionnés par des camions d'autres pays, donc il y a un système qui est mis en œuvre pour pouvoir indemniser les victimes. Également au menu des discussions de cette 34e Assemblée générale, le repositionnement du système d'assurance cadre brune CEDEAO, le règlement rapide des sinistres et l'élection d'un nouveau président du Conseil des bureaux de la carte brune CEDEAO. Et notez que le bureau du Conseil de la carte brune Côte d'Ivoire a fait don de 10 millions de francs CFA pour contribuer à la prise en charge des accidentés. Une rencontre consultative sur le rôle des partis politiques ivoiriens dans une démocratie pluraliste se tient à Abidjan. C'est une initiative du National Democratic Institute qui vise à permettre aux partis politiques de porter la réflexion sur les enjeux sociopolitiques en vue de consolider la réconciliation et le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Explication détaillée avec Abou Sanogo. Une trentaine de partis politiques discutent des enjeux sociopolitiques pour consolider la réconciliation et le dialogue politique en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui vise à offrir aux responsables politiques une plateforme d'échange et de réflexion sur leurs offres politiques dans la consolidation du dialogue politique et de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Ce sont les partis politiques qui régulent la vie nationale. Ils ont également un rôle, n'est-ce pas, de formation civique. S'il y a un dialogue au sein des partis politiques qui sont régulièrement en compétition, il est évident que les notions de démocratie vont être bien perçues. Nous saluons toujours ce genre de rencontres et nous serons toujours présents là où il faudra parler de la Côte d'Ivoire, là où il faudra parler de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, là où il faudra parler de la paix en Côte d'Ivoire, de la réconciliation. Tous les partis politiques sont là et que nous puissions vraiment, avec les résolutions, les résultats attendus, c'est qu'on puisse organiser ce dialogue inclusif. Pour nous, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Tout ce qui rentre dans le cadre du bienfait de la Côte d'Ivoire, le PDCI épouse ces idées-là. Donc à ce stade-là, nous sommes prêts à dialoguer avec tous les autres partis. L'initiative de cette rencontre consultative sur le rôle des partis politiques dans une démocratie pluraliste est du NDI, le National Democratic Institute, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, avec le soutien du ministère d'État chargé du dialogue politique et de relations avec les institutions. Toutes les tendances politiques sont représentées et nous osons croire qu'à travers ces échanges, chacun va s'enrichir et chacun va œuvrer par la suite pour la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Il y a un grand travail à faire. C'est aux Ivoiriens de faire le travail, de mettre le pays sur le bon chemin. En tant que ministère d'État auprès du président de la République chargé du dialogue politique, nous accompagnons le processus, nous venons les soutenir et nous allons faire une communication pour présenter donc les acquis du dialogue politique, les défis et les perspectives. Pendant 2 jours, les participants analyseront le contexte politique actuel et formuleront des recommandations sur la participation politique des jeunes et des femmes, la gouvernance sécuritaire, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le dialogue politique. Nous partons pour Yamoussoukro pour parler toujours de réconciliation nationale et de cohésion. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est justement en réunion. La Chambre veut contribuer à la réconciliation nationale pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Le reportage de Kader Sogodogo. Le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire enregistre une nouvelle dynamique. Le leadership et la vision des garants de la tradition. En créant le 14 juillet 2014, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, CNRCT, Alassane Ouattara a signé à cette entité une mission bien définie, la réconciliation nationale. Réunie à son siège de Yamoussoukro, sous forme d'un séminaire d'imprégnation, la CNRCT entend jouer sa partition. La Côte d'Ivoire, à travers ses peuples, porte encore les blessures de ces temps difficiles. Nous, rois et chefs traditionnels, avons l'obligation de contribuer à relever tous les défis liés à ces déchirures pour permettre à la Côte d'Ivoire de tourner les pages sombres de son histoire. La mission de la CNRCT avait été précédée par celle de structures bien connues, la CDVR
et la Conarive. Cette fois, la stratégie diffère. Le thème est évocateur. Quelle place et quel rôle pour les rois et chefs traditionnels dans la nécessité de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire? Le chef ou le roi doit être discret. Et de par cette nature, nous résolvons des problèmes dans la case. Nous travaillons en conformité avec le gouvernement qui voudrait que dans ce pays, comme dans nos villages, qu'il y ait la paix, la cohésion. Pour l'atelier de Yamoussoukro, la CNRCT a eu le soutien de plusieurs sociologues avec des communications pour mieux cerner le sujet. Nous sommes le 16 octobre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'alimentation. La Côte d'Ivoire, à l'image des pays du monde, a donc célébré cette journée à Jacquesville, la capitale de la région des Grands Ponts. Thème de cette édition, placé sous le parrainage de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, changeons le sens des migrations, investissons dans l'agriculture rurale. Noël Nyagno nous l'explique. Ce tubercule de manioc, porté par Kanazoé et Salifou et ses partenaires exploitants agricoles, est une démonstration de ce que l'on peut produire sur les terres de Jacquesville, comme partout ailleurs, en Côte d'Ivoire, et nourrir les Ivoiriens, la sous-région et le reste du monde avec le sous-produit prisé du manioc, la tiéké. Le paradoxe, c'est qu'avec ce potentiel dans le vivrier et dans bien d'autres produits agricoles, la Côte d'Ivoire, hier terre d'accueil, compte parmi les points de départ de la migration internationale clandestine avec près de 13 000 jeunes Ivoiriens accueillis sur les côtes italiennes. C'est pourquoi Saganfoua Koulibaly a souligné la pertinence du thème de la célébration de cette 37e édition. Changeons l'avenir des migrations, investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural. Il a par la suite indiqué les fondements du choix de Jacquesville et la marraine de la présente édition. Nous savons tous le rôle que joue la femme dans l'agriculture de notre pays. La FAO a choisi le thème de l'immigration. Mère protectrice que vous êtes, vous saurez trouver les mots choisis pour sensibiliser nos mères afin de dissuader leurs enfants de prendre le chemin de l'immigration avec les risques que cela comporte. Une charge que saura mener la marraine parce que très au fait de la chose agricole de la Côte d'Ivoire, mais également de l'Afrique. Je voudrais remercier la FAO pour le choix du thème de cette année qui place l'investissement en milieu rural au cœur des politiques publiques et qui jette avec justesse une lumière crue sur le drame de l'immigration clandestine. Oui, l'agriculture ainsi que l'amélioration du sort des populations rurales sont bien des leviers forts de la lutte contre la migration dangereuse. Le potentiel est là, multiforme, massif. La volonté politique clairement affichée. L'Afrique est donc une terre d'opportunités pour l'agribusiness. C'est toute la portée des messages de la FAO à travers le thème de la 37e journée mondiale de l'alimentation. Les migrations sont réelles. Elles font partie de la vie humaine. Mais il ne faudra pas que les migrations deviennent des cas de détresse. Alors pour la FAO, c'est investir dans les milieux ruraux. C'est améliorer les conditions de vie des populations, c'est leur donner des revenus suffisants. Le deuxième message, c'est qu'en fait, il y a des opportunités en Afrique. Il n'est pas nécessaire de quitter l'Afrique pour aller en Europe et mourir là-bas. Et le troisième message pour la FAO, c'est de travailler avec le gouvernement pour mettre en place des politiques qui sont incitatives pour les populations, de manière à améliorer effectivement la sécurité alimentaire et l'alimentation. Les populations de Jacquesville, elles, saluent le choix de leur localité parce que porteur d'espérance. Nous étions enclavés. Aujourd'hui, nous avons le pont. Les gens, il faut qu'ils sachent ce que nous pouvons faire, ce que nous faisons réellement. C'est une occasion pour eux aussi de découvrir tout ce que nous produisons à Jacquesville. Élément par part pour la construction dans la durée de cette espérance, le don de matériel et d'intrants aux productrices et producteurs de Jacquesville à hauteur de 40 millions de francs CFA.
À l'étranger, en Somalie, le bilan du double attentat perpétré samedi dans la capitale ne cesse de s'alourdir. On s'approche des 300 morts et les secours tentent tant bien que mal de s'organiser. Un centre des opérations d'urgence a été ouvert. Explication d'Herman Vivé. Nous sommes bouleversés par ce qui s'est passé et nous appelons le gouvernement fédéral de Somalie à se battre contre les Chebab. De la colère et du dégoût après l'attentat qui a frappé Mogadiscio samedi dernier. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de la capitale somalienne pour crier leur indignation. Le maire de la ville de Mogadiscio, Tabid Abdi Mohamed, appelle à faire bloc face aux terroristes. Mogadiscio est un lieu de respect et si nous restons unis comme nous le sommes aujourd'hui en allant de l'avant, alors on vaincra l'ennemi. Le bilan des victimes, lui, ne cesse de s'alourdir. Plus de 270 morts, avec plus de 300 blessés. Un paysage apocalyptique dans le viseur des terroristes, le quartier le plus peuplé de Mogadiscio. Attentat qualifié de catastrophe nationale par le président somalien Abdoulaye Farmajo. À Mogadiscio, un centre des opérations d'urgence a été ouvert. L'aide internationale s'organise également pour porter secours aux victimes de l'aide médicale envoyée par la Turquie sur instruction du président Recep Tayyip Erdogan. Des tonnes de médicaments, une aide dont la Somalie a bien besoin pour faire face à l'urgence. Drapeau en berne, deuil national de 3 jours décrété depuis dimanche dans toute la Somalie. Les islamistes Chebab, habitués de ce genre d'attaque, sont pointés du doigt par le gouvernement somalien. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et très belle soirée sur RTI1.